Je tiens tout Oui, d'abord à nous remercier le comité d'organisation de m'avoir invité à participer à cette édition 2023 du séminaire d'anthropologie diachronique. C'est un honneur d'y être invité aussi régulièrement. Comme l'indique le titre de cette intervention, je souhaite donc vous parler aujourd'hui de l'usage de produits inorganiques par les devins guérisseurs au Gabon. Je tiens à préciser, comme je le fais à chaque fois, que ma thèse est toujours donc en cours de rédaction et que cette conférence va présenter des hypothèses, des pistes de travail. Je vous demande donc de les prendre pour ce qu'elles sont, des objets de débat et notamment de réflexion. Je pense qu'on fait des conférences pour être dans le débat. Je tiens aussi à m'excuser envers ceux qui ont déjà pu m'entendre pour la redondance de la présentation du terrain, mais qui me paraît indispensable. Je pense cependant qu'elle est nécessaire, et si elle peut sembler similaire, je la peaufine et la retravaille à chaque intervention. Voilà. La République gabonaise est un pays côtier à l'océan Atlantique, situé en Afrique centrale. Il est traversé par l'équateur et est entouré de la République du Cameroun, du Congo et de la Guinée équatoriale. La superficie est de 268 000 km², soit environ la moitié de la France métropolitaine, pour 1,5 million d'habitants en 2021 selon la FAO, sachant que la moitié vit à Libreville, sa capitale, et que les chiffres de recensement au Gabon portent beaucoup à débat, beaucoup à cause d'enjeux politiques. Vous avez pu entendre parler du Gabon récemment pour la chute de son président, par exemple. Le climat est équatorial chaud et humide, avec alternance de saisons sèches et de saisons des pluies, deux petites, deux grandes. Donc deux petites saisons sèches, non, une petite saison sèche, une grande saison sèche, une petite saison des pluies, une grande saison des pluies. Le sol est majoritairement sablo-argileux ferralitique, de la terre rouge très pauvre en fait, et très acide, ce qui rend le travail des archéologues particulièrement difficile, ce qu'a pu me confirmer monsieur Richard Oslissi que j'ai rencontré. Et le pays est recouvert à 82% par la forêt. On trouve majoritairement aujourd'hui des forêts secondaires, mais 37% selon les dernières estimations sont encore primaires. Pour faire court sur l'histoire longue, mais la présenter quand même, les premiers peuplements humains sont autochtones et estimés à 400 000 ans avant notre ère, donc before present. Et récemment, ça a été révisé à 620 000 ans, voire même 850 000 ans pour les chiffres les plus anciens, par les archéologues sont Richard Oslissi, Monsieur Perrault, voilà, en 92, mais il y a des articles donc plus récents de 2010 qui avancent ces peuplements jusque donc en 800 000. Et ces premiers peuplements sont trouvés jusqu'en 4000 avant notre ère. Puis les populations lithiques sont remplacées par des populations néolithiques qui ont migré. En effet, à cette même époque, on trouve au Niger et au Nigeria des traces de la maîtrise de la métallurgie avec divers foyers d'invention indépendants en Afrique subsaharienne. Cette maîtrise de la métallurgie se répand au fil des migrations, en effet. Il semblerait donc qu'une partie des proto-bantous ait entamé depuis les terres du Grassland, donc le Cameroun actuel, une migration vers le sud et l'est. Et en 2400, on trouve des traces des bantous métallurgistes au Gabon, et le stade néolithique va alors vite s'achever vers 2100 avant notre ère. Les populations locales ne pouvant résister, en fait, c'est des guerres qui ont eu lieu au nord qui ont fait que les populations sont descendues majoritairement en suivant les côtes ou les grands fleuves, chacun fuyant un peu l'autre en fait. Au 1er siècle avant notre ère, une partie de la population continue son expansion vers l'est, vers les Grands Lacs, puis le Kenya et la Tanzanie. Et plus lentement, contournant pour la majeure partie d'entre eux la forêt, voilà, donc contournant en fait le Gabon, contournant pour la majorité, la forêt, en suivant les grands fleuves et les côtes vers le sud, propageant les langues bantoues et la métallurgie et remplaçant de fait les cultures néolithiques. Pendant ce temps, les populations Khoisan d'Afrique australe se sont, elles, déplacées vers le sud. Et enfin, au IXe siècle, les Bantous occupent l'Afrique équatoriale et centrale, ainsi qu'une grande partie de l'Afrique australe. Leur migration se stabilise et de nombreux groupes se sédentarisent. Les foyers de population se trouvent principalement dans le bassin du Congo, dans la région des Grands Lacs et au Zimbabwe. On trouve donc au Gabon majoritairement des populations bantoues, c'est même quasiment que ça, et quelques populations pygmées. Pour l'histoire un peu plus récente, c'est estimé vers 1472 que les Portugais découvrent le Gabon, plutôt en restant au large et en ayant du mal à accoster du fait de courants marins assez compliqués. Mais on considère que vers 1472, les Portugais arrivent à accoster le Gabon. Ils y rencontrent notamment les royaumes pongoués sur les côtes et n'entrent pas dans l'intérieur du pays, se contentant de comptoirs sur le littoral. En tous les cas, de ports de mouillage, car leur pied à terre est l'île de Sao Tomé, que voilà, je vous ai pointé ici, au large du Gabon donc.
En Afrique équatoriale, ils introduisent notamment, donc les Portugais introduisent notamment des produits d'Amérique du Sud comme le manioc. Oui, le manioc n'est pas originaire enfin, le manioc en tout cas au Gabon n'est pas originaire de là, ainsi que de nombreuses plantes plus ou moins volontairement d'ailleurs. À partir de 1940, les Portugais profitent alors d'un esclavage déjà présent et suivant un mouvement qui ramène les esclaves de l'intérieur du pays vers les côtes en suivant un chemin d'échange commercial fluvial, comme du sel, du fer, des miroirs et autres biens manufacturés. Donc en fait, il y avait déjà un esclavage au Gabon, et les esclaves sont passés de l'intérieur du pays vers les côtes et remontent le long des fleuves, donc comme je l'ai dit, le fer, les miroirs et les autres biens manufacturés. Il est important de comprendre que pendant ces quasiment 4 siècles, entre le moment où on peut pas parler d'une colonisation portugaise, il reste au large, mais pendant les 4 siècles où les Portugais vont faire commerce avec le Gabon, parce que c'est vraiment des commerces avec des royaumes gabonais. Donc pendant ces 4 siècles, beaucoup de mouvements ont lieu, et notamment une épidémie. Alors, comme l'avait souligné monsieur Geoffroy de Saulieu dans une conférence il y a quelques années, en fait, quand les Portugais arrivent au Gabon, ils décrivent des populations vraiment impressionnantes, de grands royaumes, une grande richesse, une grande puissance militaire. Et donc, c'est pour ça que vous avez des Portugais qui restent quand même au large, qui considèrent faire du commerce. Voilà. Par contre, quand les Français arrivent 4 siècles après, ils découvrent pas du tout la même chose. Si vous lisez les textes des Français, ils vous parlent de populations pauvres, qui vivent dans la famine, qui ont voilà, et on s'est demandé à un moment, donc il y a eu l'hypothèse que ça serait la peste noire qui aurait réussi à passer la barrière du Sahara, mais en fait non. L'hypothèse la plus probable, qui est celle de Geoffroy de Saulieu, c'est qu'en fait, avec l'intensification de l'agriculture, ils auraient augmenté drastiquement le nombre de moustiques, et en fait, qu'il y aurait eu pendant quelques années des gigantesques épidémies, soit de dengue, soit de paludisme, qui aurait fait chuter ces grands royaumes qu'avaient rencontrés les Portugais. Donc, ce qui explique pourquoi les Français, eux, ont eu un autre abord du Gabon, un peu plus colonisateur. Au XIXe siècle, donc, les Européens, les Français, en fait, sont autorisés et osent aussi, enfin, s'enfoncer dans les terres. En effet, en 1839, les Français ratifient avec le roi Denis Rapon-Longbo un traité leur laissant 2 lieues de terre sur l'estuaire où s'établir, et ils s'engagent dans une alliance défensive et offensive. Après un éclairage de l'intérieur des terres effectué par des explorateurs comme Paul du Chaillu, qui donnera son nom au mont du Chaillu, ou Pierre Savorgnan de Brazza, qui a donné son nom à la ville de Brazzaville, en remontant 2 fois l'Ogooué en 1874. Notamment il a remonté 2 fois l'Ogooué. En 1874, les Français créent plusieurs compagnies et assoient leur pouvoir colonial. Vers 1890-1900, avec la création des compagnies concessionnaires, des entreprises privées se partagent les terres de ces pays, qui deviendront 10 ans plus tard partie intégrante de l'Afrique équatoriale française, l'AEF. Et ces pays sont le Tchad, le Gabon, le Moyen-Congo, l'Ubangui-Chari, qui est aujourd'hui la République centrafricaine. Le Gabon, lui, prend son indépendance en 1960 contre la volonté du Premier ministre de l'époque, Léon Mba, qui souhaitait qu'il devienne, lui, un territoire d'outre-mer français. Il en devient alors le premier président. Pendant 7 ans, je crois, ensuite il meurt, et c'est donc le règne de la famille Bongo qui commence et qui a pris fin donc cette année. Je vais maintenant vous présenter un peu les sociétés avec lesquelles je travaille. Donc ça, c'est bon. Donc pour cette conférence, je vais me focaliser sur les groupes ethno-linguistiques originaires du sud du Gabon, principalement les Michogo et les Massango, parce que c'est avec ces populations que je travaille principalement. La majorité des ethnies bantoues du Gabon, au nombre d'une 50aine, sont matrilinéaires et à résidence virilocale. Elles vivent majoritairement d'une agriculture de subsistance sur brûlis, de chasse, de cueillette et de petites ventes du surplus de leurs récoltes, bananes, plantains, tubercules, manioc, maïs notamment, au bord des routes et de piégeages. Les Michogo et les Massango font partie de ces populations. Mes recherches au Gabon portent sur diverses sociétés initiatiques, sur du rituel donc, mais aussi du médicinal. La tradition orale fait partie intégrante de mes travaux, dans une approche monographique et holistique. Les Michogo sont aujourd'hui entre 7 000 et 13 000 selon les sources, et sont connus pour être une population de montagnards. Ils viennent principalement de cette région du Gabon, les monts du Chaillu, donc là ils sont pas représentés, mais ils sont, voilà, c'est assez central. Merci. Merci du Chaillu. Ouais. Oui, bon, c'est là, non, Alors. Voilà, ici, quoi.
Excusez-moi. Ils sont pensés être donc les Michogo sont pensés être à l'origine être un peuple de savane arrivé dans la forêt luxuriante il y a moins de 1000 ans. Tout comme les Masango qui viennent d'une région voisine au Michogo, mais leur population, elle, est bien plus importante, de l'ordre de 50 à 60 000 personnes. Historiquement voisins des Michogo, ils ont une longue histoire de contacts et d'échanges. Néanmoins, avec une politique coloniale de regroupement des villages près des routes nationales, continuée par l'État gabonais après l'indépendance en 1960, excusez-moi. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Cette politique de regroupement, elle était à des fins de recensement, de sédentarisation et d'accès aux infrastructures de soins et de fiscalisation, en fait. C'était vraiment pour que l'administration française puisse enfin se faire un ordre d'idée du nombre de personnes qui habitaient au Gabon, en fait, et puis de leur permettre un accès aux soins. Donc les villages, la conséquence de cette politique, c'est que les villages sont aujourd'hui pluriethniques et les populations que j'ai pu côtoyer habitant dans le Moyen-Ogooué en territoire majoritairement Fan. Donc en fait, historiquement, le territoire que vous voyez là était majoritairement Fan, une population assez normalement, comment dire ça, belliqueuse et qui ne partage pas trop. Mais donc avec ces politiques de regroupement des villages, elle a été obligée. Donc ils ont cédé des villages. Aujourd'hui, vous avez vraiment il reste quelques villages qui sont que Fan, mais aujourd'hui vous avez un métissage assez important dans tous les villages du Gabon. Même si certaines régions restent marquées par une présence de certaines ethnies assez fortes. Les Michogo, eux, sont dits être à l'origine donc du culte du Bwiti, celui qui va beaucoup nous intéresser aujourd'hui. Le Bwiti est défini comme une religion, une société initiatique à vocation thérapeutique et ou divinatoire basée sur la prise ritualisée d'une plante psychotrope appelée Iboga, Iboga qu'il aurait reçu des populations pygmées. Les initiés reçoivent au sortir de l'initiation tout un enseignement rituel qui dure toute la vie, passant par l'ethno-histoire, le soin par les plantes des maladies physiques et métaphysiques, et ils doivent en franchir les grades en passant par des épreuves qui leur font monter la hiérarchie. Le Bwiti s'est ensuite répandu. Chaque population y ajoutant ses touches, et aujourd'hui il est très hétérogène, nous allons y revenir. Maintenant que vous avez une idée plus précise du Gabon, de ses populations et de leur mode de vie, je souhaite resserrer la focale à l'échelle de la vie des communautés villageoises, notamment rituelles. Le Gabon est en effet, depuis sa découverte par les explorateurs européens, connu et surtout connu pour la variété et la vitalité de ses pratiques rituelles, et particulièrement ses sociétés initiatiques, telles que l'Emabundi, le Niembé pour les femmes, et le Bwiti et le Mwiri pour les hommes, entre autres. Vous avez un petit résumé donc, de ces sociétés dans ce tableau, avec un essai de classification. Les rites de passage et les ancêtres font partie intégrante de la vie des populations avec lesquelles je travaille. Il faut cependant souligner, pour les rites de passage, que de nombreuses mutations sont encore en cours depuis la colonisation, et plus encore depuis l'industrialisation et la migration vers la capitale. Les ancêtres, eux, restent pourtant au cœur des préoccupations tant des villageois que des cidatins, et ça, quelle que soit la couche sociale de la population. Je vais effectuer une présentation rapide des divers ensembles rituels avec lesquels je travaille. Ils peuvent être classés en 3 catégories. Ceux appartenant au Bwiti, les sociétés à génie tutélaire, comme le Mwiri, le Kono, le Njego, le Niembé, et enfin les sociétés de possession, comme le Loro, le Bumba, le Mabanji ou le Morulu. Leurs différences sont conséquentes. On ne parle pas du tout des mêmes rituels. Certains sont à visée divinatoire, d'autres de clairvoyance, d'autres pour le soin des maladies majoritairement physiques, d'autres sont des protections magiques ou des passages au statut d'homme et de femme. D'autres sont des écoles de l'Embetso médecine. Toutes cohabitent et aucune ne peut remplacer l'autre. Elles font partie d'un large éventail de pratiques qui ont toute leur place dans l'univers rituel au Gabon. Le Bwiti, tout d'abord, est un vaste ensemble rituel initiatique, principalement masculin, se retrouvant sur la majeure partie du territoire, sous différentes formes qui se déclinent en branches et sous-branches rattachées à des populations spécifiques. Chaque branche est reconnue pour une spécialité particulière, la divination, sa connaissance dans les feuilles pour les soins, par exemple. Ce qui donne au Bwiti sa spécificité, c'est la mendication de l'écorce des racines de l'iboga, Tabenante iboga, selon Bayon. Une plante considérée comme hallucinogène en France est connue pour ses nombreux effets, coupe-faim, antidiurétique, antifatigue. Richard Oslisly, un archéologue dont je vous ai parlé plus avant, qui travaille au Gabon depuis 40 ans, on a trouvé des traces dans des charbons fossilisés datant de plus de 2000 ans, par exemple. Donc une utilisation par les pygmées, qui eux l'auraient donc transmis aux Michogo, qui eux ont créé le Bwiti. L'iboga est notamment utilisé dans plusieurs traitements à l'addiction aux drogues dures dans différents pays du monde à la suite des travaux de Hortward Lossoff. D'autres drogues dures, par exemple. Surtout la méthamphétamine.
Méthamphétamine. et héroïne. Donc c'est des drogues récentes Oui, oui. de synthèse. Oui. Oui, dans le traitement des donc de drogues de synthèse, notamment l'héroïne. Odouard Lobsov, en fait, l'a découvert en arrivant lui-même à se sevrer avec l'iboga et donc à militer pour l'utilisation de cette plante. C'est une plante appelée le bois sacré au Gabon. Elle est devenue trésor national le 6 juin 2000. Une deuxième spécificité du bouiti, c'est donc son aspect divinatoire. Les initiés au bouiti, les gangas, qu'on peut aussi appeler donc ganga, en fait, on peut le traduire par devin guérisseur, si vous voulez, passent différentes étapes dans leur parcours initiatique qui leur offrent des capacités divinatoires. Enfin, une dernière spécificité du bouiti est qu'il est curatif. Et voilà. C'est pourquoi les gangas sont considérés à la fois comme des devins et des guérisseurs et sont donc régulièrement consultés afin de trouver dans la divination les causes du malheur des gens ou de leurs maladies avant de les prendre en charge et de les soigner. La société initiatique des Mabundi, qu'on appelle aussi le bouiti des femmes, a un statut intermédiaire. Elle n'est pas symétrique du bouiti puisqu'on n'initie pas une femme au bouiti, vous diront nos informateurs, mais n'en est pas indépendante non plus. Donc là, vous avez un résumé, donc le bandi, les gangas, un peu les termes que j'utilise. Tout à l'heure sur la diapo, il y avait la précédente, il y avait la deuxième précédente, il y avait les nganga, le nganga qui est donc le guérisseur. Oui. Et puis ensuite, il y avait le Nima. C'est quoi la différence? Alors, le Nima, que vous voyez là debout, là, le monsieur là, donc ça c'est un maître du rituel. Donc en fait, c'est un père initiateur. Il a en fait gravi tous les échelons, passé tous les grades. C'est le statut le plus haut que vous pouvez avoir dans le bouti. C'est un nganga diplômé. Voilà, c'est un nganga. 19e dan. Les sociétés à génie tutélaire. Le Mwiri pour les hommes, le Nyembe pour les femmes, pour résumer. Le génie Mwiri est une forme de justice aveugle traditionnelle. Quand quelqu'un subit une suite de malheurs ou s'est fait voler, il s'adresse à l'époque, donc c'était avec ça qu'on faisait la justice. Si vous faisiez voler, vous alliez voir les initiés au Mwiri. Ces initiés vont alors demander au génie d'intercéder et de punir le coupable qui qu'il soit. Le coupable donc est alors pris rapidement d'un mal inexplicable qu'il ne pourra soigner qu'en s'adressant à un autre initié, à qui il devra se confesser pour pouvoir se faire enlever le Mwiri. Mais le rôle de cette société aujourd'hui est bien sûr grandement réduit du fait de la colonisation, parce que c'est cette société qui régularisait la chasse. Après, j'ai pu discuter avec le préfet de la région, enfin de la province dans laquelle je travaillais, qui par exemple déplore aujourd'hui l'état de la justice, parce qu'en fait l'État ne veut pas entendre parler, enfin ne veut diminuer la force du Mwiri, sauf qu'en fait il ne met pas les moyens judiciaires en place. Donc en fait vous avez plus le Mwiri vraiment, mais vous n'avez pas non plus les moyens judiciaires. Donc vous avez une augmentation, selon ce préfet, de la délinquance, alors qu'en fait il dit bon bah si l'État ne peut pas le faire, autant relaisser le Mwiri faire ce qu'il faisait avant. Le Mwiri est donc quant à lui un rituel plus homogène et aucune branche ou sous-branche. Oui, le bâtiment qui est derrière, la construction qui est derrière, c'est en relation avec le... Non, c'est un temple du bouti. Le Mwiri n'a pas de... En fait, le Mwiri est une société sans bâtiment, en fait. Ils n'ont pas de bâtiment à eux. Donc, quand en fait, après, traditionnellement, aucun ganga initié au bouti n'est pas... enfin, tout ganga initié au bouti est initié au Mwiri. On devient pas... on ne fait pas l'un sans l'autre. Et on ne devient surtout pas maître du rituel sans le deuxième, ça c'est quasiment, enfin, c'est même impossible. Et donc en fait, après ça serait un autre sujet d'une autre conférence, le Mwiri emprunte toujours les bâtiments du bouti pour faire ses actions en fait. D'accord. Voilà, et vous avez plein de rapports de pouvoir entre les deux, qui était le premier, il y a beaucoup de choses là-dessus, mais ça serait vraiment une autre différence. Mais là c'est bien un temple de bouti, un banja. Donc voilà. Excusez-moi, j'aurais dû le préciser. Tu peux peut-être parler du fait qu'ils ont déboursé une partie de la Jaffa. Non, on va rentrer trop loin. Donc le Mwiri, je vous disais, est une société plus homogène et aucune branche ou sous-branche ne peut vraiment être définie. Cependant, on parle bien du Mwiri des Masango ou des Michogo, car chacun y apporte des variations, mais qui sont, de ce que j'ai pu comprendre en comparant les données, plutôt de l'ordre de la temporalité. Par exemple, un enchaînement différent des étapes qui composent le rituel. Si le bouti donne des devins guérisseurs, le Mwiri forme des soldats, disent mes informateurs. Voilà. Pour le dernier type de société, donc les sociétés de possession, elles sont plutôt assimilées aux femmes, même si aujourd'hui elles sont mixtes. Pourtant, les hommes qui s'y initient restent aujourd'hui sujets quand même souvent à moquerie, mais de plus en plus, ça devient des sociétés mixtes.
très nombreuses, ces sociétés portent le génie qui en est à l'origine. Donc là, vous avez vraiment des sociétés dans tout le Gabon, et en fait, en fonction du génie qui régit dans la province, ou du génie local, vous allez avoir une société à son nom, et elles ont des déroulés assez similaires, mais qui restent quand même très différents, et vous en avez vraiment énormément. Là, je vous en ai déjà cité au moins 5 ou 6, mais il y en a beaucoup plus que ça. Une femme, donc très nombreux, voilà. Donc comment ça se passe, ces sociétés-là? C'est des femmes qui entrent en transe, et quand elles rentrent en transe, en fait, grâce à la forme que prend la transe, on peut identifier le génie qui la possède, donc en fonction de la danse, par exemple, qu'elle va effectuer. Et d'autres symptômes. Par exemple, elle peut avoir des maladies de la peau, des sautes d'humeur, une infertilité ou bien d'autres problèmes. Très puissants, ces génies peuvent aussi être aussi destructeurs que propitiatoires en fonction de la relation établie avec lui. Les gens prennent donc grand soin de les honorer pour ne pas attirer leur foudre. Et en fait, quand vous les honorez, ils vont même vous aider, vous apporter la chance, vous aider à trouver un travail, un mari et tout ce que vous souhaitez. Voilà. Ainsi, on peut noter que les sociétés attachées au Bwiti se chargent plus de la métaphysique, de l'invisible. Les sociétés à génie tutélaire sont plutôt en charge des affaires de la justice, de la gestion du quotidien ancré dans le réel. Enfin, les sociétés de possession sont plus individuelles, venant s'occuper de la gestion du conflit qui apparaît quand un génie et un humain cohabitent dans le même espace. Ici, le même espace, je parle du corps humain. Chacune a donc son rôle, sa place, tous sont complémentaires et indispensables au fonctionnement du tout qu'elles forment. Voilà. Je vais maintenant passer au corps de la présentation et de ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc de l'inorganique plein de vie. Voilà, ça c'est, excusez-moi, ça c'est la diapo avec les personnes donc en train d'être initiées à une société, les bandits, ça doit être du Mbumba. Et donc c'était 2 personnes qui étaient en train d'être initiées. Donc vous voyez qu'on a des traitements totalement différents. Ici vous avez une personne en train d'être initiée, on le roule dans la boue, il subit des humiliations. Et ici vous voyez des grandes décorations, on les met en avant. Voilà, ici ils sont habités d'un génie, on les traite comme des génies. Donc, maintenant que j'ai pu éclaircir un peu le tableau d'ensemble qui se présente, je souhaite me concentrer plus précisément sur le Bwiti et l'un des travaux les plus courants des Gangas, donc les devins guérisseurs, les protections du corps, qu'on appelle des bandos. En effet, c'est dans leur processus de fabrication que nous trouvons l'un des meilleurs exemples pour illustrer mon propos. La fabrication d'une protection commence par le dépôt des éléments du corps de la personne sur un morceau de pagne noir, sur lequel sont apposés des traits de kaolin blanc et de kaolin rouge, sûrement l'un des minéraux les plus chargés de sens dans le Bwiti, mais c'est ma collègue Devo Seridis qui vous présentera tout cela dans 2 semaines. Donc, ces éléments les éléments du corps dont je parle, qu'on va prélever sur la personne, sont un morceau d'ongle du pouce, de l'auriculaire de chaque main, puis du gros orteil et du petit orteil de chaque pied, et enfin des cheveneux prenant de la partie la plus frontale du crâne ici et occipitale à la base de la nuque. Ces éléments du corps vont donc être déposés sur alors j'ai pas le nom de ce champignon, je suis désolé, des 2 champignons qui sont là. Donc on pose un pagne noir, en fait. Sur le pagne noir, on va poser un premier champignon, que j'ai normalement en photo ici, voilà. Il est où? Ici, là, bah là, voilà. Là, on l'a découpé. En fait, il crée un tapis sur le sol, okay, qui vient étanchéifier, en fait. La terre reste toujours sèche en dessous. Et donc, je vais vous expliquer tout ça après. Ouais. Sur ce champignon-là, on pose donc ce qu'on appelle Evichi. Evichi en Masango, ça veut dire l'ombre, l'obscurité. Et les éléments donc que je viens vous dire, les morceaux d'ongles et de cheveux, on va les poser là-dedans. Donc on les pose dans un pagne noir, dans un champignon étanche et dans l'ombre, en fait. Voilà. Et l'ombre est faite avec quoi? Un champignon aussi, mais pareil, on le trouve sous les ponts. Et, il est d'un noir très profond. Là, vient ensuite la préparation Vient ensuite la préparation des différents éléments qui vont servir à renforcer le corps du démandeur. Donc que vous pouvez un peu voir ici, on va zoomer après, mais vous voyez, il y a là ici du kaolin, là il y a le champignon dont je vous parlais, et là vous avez les éléments qui vont être grattés. Voilà, notamment, normalement, je pense que c'est un morceau d'ambre ici, des écailles de pangolin, des choses comme ça. Je vais tout vous expliquer. Voilà. Ces éléments sont de 3 types. Ils peuvent être animaux, des crânes de singe, des os de lamentin, os de la corne de buffle, par exemple. Voilà, là vous avez un zoom, donc là je pense que c'est de l'ambre, mais moi j'ai pas réussi à l'identifier. Vous avez différentes essences de bois. Ici, ça c'est un os, on m'a dit, de lamentin. Là, ça c'est une écaille de pangolin. Voilà, je peux pas tout vous identifier, mais ça c'est... Pourquoi vous pouvez pas tout? L'écaille de tortue, parce qu'on m'a pas tout dit non plus.
Voilà. Ou parce qu'il y a du secret aussi, vous n'avez pas le droit de dire tout aussi. Il y a du secret, et surtout, quand on gratte une centaine d'éléments, quand je leur pose 100 fois la question c'est quoi, il y a un moment, voilà, faut faire preuve d'un peu. Je comprends qu'ils saturent. Voilà. Donc, animal, comme je vous ai dit, ça peut aussi être des éléments végétaux, comme des écorces de différents bois, souvent des bois considérés comme étant des bois qui abritent des génies très puissants, des plantes ou des fruits, effectivement, comme le moupanzi dont je vais vous parler après, un fruit qui est toujours gratté dedans. Et les éléments peuvent être aussi minéraux, comme les écailles de tonnerre. Les écailles de tonnerre, en fait, quand la foudre tombe, ils attendent quelques jours et ils arrivent à ramasser. Ça ressemble à, je sais pas, un cristal très très fin, comme j'arriverai pas à le décrire, et j'en ai plus. Et ils m'ont toujours dit, ça c'est le fruit de la foudre. Voilà comment ils l'appellent. Et donc des besoars de crocodile. Donc ici, vous voyez, donc il fait la découpe du crocodile pour le manger, oui. Mais là, il a mis tout le système digestif bien de côté. Et ensuite, en fait, le système digestif est minutieusement fouillé à la recherche des petits besoars qui ressemblent à des cailloux que contiennent le système digestif du crocodile. Ces éléments sont grattés ou découpés finement. Cela peut être fait sur une assiette ou alors directement sur le morceau carré de pagne noir qui servira ensuite de contenant. Donc là, vous pouvez voir ici une aiguille, donc une aiguille en fer comme on en a nous, d'accord. Ici, c'est une écaille de porc, une écaille, n'importe quoi. Une épine de porc-épic, et là, vous commencez à avoir là les cheveux un peu, les morceaux d'ongles ici, voilà. Voilà. Mais arrêtons-nous un peu sur ces premiers éléments. Donc, qu'ont-ils de particulier tous ces éléments qu'on vient gratter, que l'on vient ajouter aux protections? Pourquoi peuvent-ils renforcer le corps? Je vais développer rapidement quelques exemples. Donc, le pundi, alors je suis désolé, c'est une espèce de singe qui est de la famille des cercopithèques, mais que j'ai pas encore réussi à identifier. Et par exemple, avec lui, on utilise son crâne, on enrabe des morceaux de crâne. Il est considéré comme le roi des singes. On dit de lui, là-bas, quand il parle, on l'écoute. Même le gorille arrête de cabiner. Cabiner, ça veut dire d'aller aux toilettes. Donc, quand le pundi parle, la brousse se tait, tout le monde écoute. L'ajout, donc, de son crâne permettra donc d'être écouté, évidemment. Les besoars que l'on trouve dans le système digestif de crocodile sont là, eux, car qui va venir te chercher dans le ventre d'un crocodile. Pour finir, donc, le fruit dont je vous parlais tout à l'heure, le moupanzi, qui vient de l'arbre Pantacletra macrophylla, l'acacia du Gabon, dont le fruit dégage ce qui est mauvais. En fait, c'est lié il est dans des grandes cosses comme ça. Et en fait, quand la cosse s'ouvre, elle fait un bruit assez puissant qui fait pam. En fait, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est assez impressionnant quand on l'entend. Et le fruit est éjecté très loin. Et donc, ça chasse le mal. Voilà. Donc, on gratte un peu de ce fruit dans les protections. Je peux aussi parler des écailles de tonnerre, donc comme je l'ai fait, on se doute bien de la puissance qu'on donne à la foudre, ou de l'ambre, comme mon collègue archéologue en a parlé juste avant moi. Voilà. Même si j'ai pas pu l'identifier, je suis convaincu que c'est de l'ambre, ça en a l'aspect, l'odeur et la couleur. Voilà. Tous ces éléments ont été accumulés par le Ganga qui fait la protection depuis son initiation, au fil de chasse, des rencontres, des marches en forêt, des échanges aussi. Ils vont, pendant les veillées où ils se rencontrent tous, ils vont s'échanger des objets ou se les offrir, ou alors en allant tout simplement au marché se fournir. Bon, des fois, il faut démystifier. On peut aussi ajouter quelques feuilles fraîches, comme ici cette espèce d'esmodium, sûrement du triflorum, appelé en fait l'arachide des sorciers, mot pipinda en langue, qui vient donc tromper le sorcier en fait. Voilà, puisque c'est de la fausse arachide, le sorcier veut l'arracher pour se contenter, mais en fait repart déçu. Et ça, c'est des feuilles qu'on va ajouter à la fin. Voilà. Avant de refermer la protection, donc, on rajoute encore du kaolin rouge et du kaolin blanc, et on peut aussi y faire brûler un morceau de résine d'okoumé, Okoumea kleiniana, qui est un arbre assez connu par les forestiers. Un bois précieux. Oui, un bois précieux, voilà. Beaucoup pour faire du contreplaqué. Et donc là, vous voyez qu'en fait, il fournit une résine en abondance, et cette résine est inflammable, en fait. Et donc, c'est ça qui brûle. Hein. Ici, c'est de la résine d'okoumé qui brûle, et vous voyez un peu, on a ajouté des râpures d'écorce aussi, encore du kaolin blanc, du kaolin rouge, et voilà. Ce sont donc, à ce moment-là, comme on peut le voir, les trois couleurs du bouiti. Le bouiti est rassemblé autour de trois couleurs, le noir, pour la nuit, le blanc qu'on voit ici encore et avec le kaolin blanc pour le jour et la pureté, et le rouge qui vient représenter notamment le sang menstruel. Mais encore une fois, comme j'ai dit, ma collègue vous en parlera plus.
On ajoute enfin du parfum spirituel. C'est une préparation à base de parfums et de plantes, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et enfin, quand la protection est fermée, on y souffle de la fumée de cigarette sur le contenu pour obtenir les faveurs des esprits qu'elle contient. Voilà. Alors, ce que je vais vous présenter, la photo d'après, là, excusez-moi, cette diapo représente la fermeture. C'est des protections un peu particulières. Elles sont réservées aux Nganga, celles-là. Et donc, vous voyez qu'on les ferme avec attention et on remet du kaolin rouge dessus pour bien les faire sécher. Et donc voilà, ça c'est la diapo, il souffle de la fumée de cigarette. Donc sur une protection, ça c'est une protection pour une maison. Elle a été mise sur une vieille machette. Et donc cette machette sera plantée dans la maison quelque part de cachet et viendra donc protéger la maison. Donc voilà, j'ai fait un essai avec Midjourney, voilà, pour vous représenter un peu de façon imagée ce qu'est une protection. Et donc, je vous l'ai dit, donc on souffle de la fumée de cigarette pour obtenir la faveur des génies, et c'est justement ce rapport aux esprits, aux ancêtres, aux génies, qu'il est important de retenir dans le cadre du séminaire qui nous rassemble aujourd'hui. En effet, l'on peut constater que la personne et son corps organique sont représentés par des morceaux d'ongles et de cheveux qui lui appartiennent. Ceux-ci sont donc chargés de son énergie, de son esprit, de sa force vitale, et ainsi viennent le représenter dans la protection. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la protection est bel et bien un double du corps du patient. Mes informateurs le définissent comme ça. De ce fait, mise en sécurité, elle le protège. Mais si elle venait à tomber entre les mains mal intentionnées, elle est un accès direct à celui-ci, le laissant alors sans défense. C'est pour ça qu'on va enfoncer ces protections, on va cacher ces protections dans des endroits, comme ici, donc les contreforts d'un fromager. Les fromagers sont des arbres extrêmement grands, 40 à 50 mètres, au tronc lisse. Et donc, en fait, on y enfonce les protections, on vient les recacher. Vous ne le voyez pas ici, mais en fait, on met la protection et après, en fait, on l'enfonce avec d'énormes boulons à coups de marteau. Donc, on peut vraiment pas la retirer. Et après, on vous explique qu'une fois que tu es au sommet du fromager, le sorcier ne peut pas venir te chercher. Voilà. Excusez-moi, voilà. Dans les protections les plus chères payées, on peut aussi trouver, le père spirituel peut mettre de lui-même. Il met souvent alors un morceau du corps de la peau prélevé au talon de son pied. On peut aussi mettre des râpures d'objets, comme des morceaux de canne de pouvoir, ou encore, j'ai pu voir gratter des instruments de musique, comme ici des membranophones que vous pouvez voir, les ngomo et les misumba. Certains de ces instruments possèdent même eux-mêmes, encore une fois, un objet connu pour être leur vampire. Alors, le vampire, c'est un organe que posséderait tout être humain, d'où proviendrait son énergie vitale, son pouvoir. Et donc en fait, c'est les gros là, c'est les ngomos qui contiennent un vampire. En fait, quand vous les bougez, vous entendez quelque chose bouger à l'intérieur. Et en fait, ils sont travaillés pour donc ils sont vivants en fait. Voilà, il faut bien comprendre. Surtout les ngomos là, c'est des génies, c'est des êtres vivants. Voilà. Si donc en entrant dans un temple, comme vous en avez la photo ici, un profane ne verra que des objets inanimés, un initié lui ne verra que de la vie, que des génies à respecter avec lesquels il faut interagir, traiter ou encore négocier. Le feu lui-même n'est pas sans interdit. Voilà, enfin, je vous ai mis cette photo-là pour vous montrer encore une fois que là, nous, en tant que profanes, on peut avoir l'impression que voilà, il n'y a rien, il y a des objets inanimés partout. Voilà. Pour un initié ici, chaque corbeille, chaque chose que contiennent les corbeilles contiennent des génies, de la vie, des esprits à respecter et avec lesquels il faut traiter. Donc même le feu donc n'est pas sans interdit. Par exemple, on ne souffle jamais une bougie. Bougies qui sont les témoins silencieux et mouvants de l'invisible qui nous entoure. Allumer une bougie, c'est appeler les ancêtres, génies et esprits. La souffler, c'est leur souffler au visage. On les éteint donc toujours à la main. On ne souffle pas non plus sur un feu pour en attiser la braise, au risque de perdre tout son pouvoir. Donc ici, vous avez la bougie qui est donc témoin de la présence des esprits puisque sa flamme vacille. Et donc, ils sont mis les protections pour que les génies viennent encore une fois leur apporter leur bénédiction. Pour en revenir au sujet, le corps de l'humain pour qui la protection est fabriquée est donc protégé par chaque élément qui y est déposé, qu'il soit organique ou non. Tout ce qui est ajouté est porteur de vie d'un esprit, tout est porteur de vie d'un esprit, tout est animé. Dans mon article « Défaire ce qui en sert », publié donc, comme l'a dit Monsieur Leroux, dans la revue Technique et Culture en 2022, je présente la fabrication d'un objet Bwiti très similaire à une protection. J'explique alors qu'on lui ajoute un objet très très particulier qui lui est réservé, c'est-à-dire une mue de peau de serpent. Et c'est cette mue qui donne vie à la corde en question, qui va alors venir représenter le serpent,
la corde mystique qui enserre le patient et la garde malade. On ne met une mue de serpent dans rien d'autre. Mettre une mue de serpent dans un objet, c'est en faire un serpent, et donc ça serait mettre un serpent autour de la personne. Ça, en fait, ça reviendra à faire de la sorcellerie, selon eux. Sauf dans cet objet, donc, qui est fabriqué exprès, qui est détruit, qui en fait, à la fin du soin, est détruit, et donc montre dans, si vous voulez, de façon palpable, la destruction de la corde mystique qui gardait le patient malade. Quand la fabrication de cette corde est terminée, on la plonge dans une bassine d'eau à l'arrière du temple, jusqu'au moment de son utilisation, pour en limiter la dangerosité. On comprend donc mieux la force qui est assimilée à tout ce que l'on peut trouver sur l'Iliba. Donc, je vais vous montrer. Donc, un Iliba, c'est ça. C'est la zone définie par 7 nattes avec les corbeilles dessus. Ça, c'est un Iliba, en fait. Voilà. Qu'est-ce que j'en ai dit ? Voilà. Donc, on comprend mieux la force qui est assimilée à tout ce que l'on peut trouver sur l'Iliba et dans les corbeilles d'un ganga. Bien sûr, je vais avoir une photo. Chaque objet est chargé de vie et d'énergie. Il est interdit d'en toucher certains au risque de perdre de vue ou de perdre la vue, par exemple, ou de devenir impuissant. C'est des exemples qu'on m'a donnés. On m'a défini certains objets, n'y touche jamais, sinon tu deviendras aveugle, par exemple. Le tarot, là, c'est colocation. Ah, vous allez le donner. J'ai pas eu son. Parce que je sais pas si c'était du tarot blanc ou du tarot rouge. Donc, parce qu'ils ont juste arraché les feuilles, j'ai pas vu le tarot. C'est du tarot local, c'est pas importé, ça, c'est des plantes natives. Je pense, oui. Aussi, donc, aussi, on ne peut rien toucher si l'on est considéré comme impur. On n'a pas le droit du tout de toucher aux corbeilles. C'est même un peu interdit de rentrer là où elles sont. L'impureté, ça va venir majoritairement si on a eu des rapports sexuels récemment, sans suivre certains rituels de purification. Et en fait, excusez-moi, si vous touchez, c'est au risque de faire perdre toutes ses propriétés à l'objet en faisant fuir l'esprit qui l'habite. Aussi, les objets fabriqués de cette façon sont régulièrement entretenus par les gangas à l'aide d'offrandes d'alcool ou de fumée de cigarettes pour les renforcer, voire même plus rarement réouverts dans le même but. Voilà. Donc, attendez. Donc là, vous avez des objets. Bon, là, on n'en voit pas. Mais ça, par exemple, si, là, ça, c'est des objets qui vont être rénovés, par exemple, ou à qui on va faire des offrandes pour les garder vivants, pour que les esprits restent dedans. Un des grands rituels, donc si je vous ai mis cette photo aussi, c'est parce que là c'était une annonce de deuil. Oui, c'était pour vous expliquer que même les corbeilles sont considérées comme vivantes. On vient là on m'avait dit qu'on est venu leur boucher les oreilles. Quelqu'un venait annoncer un deuil, on l'a coupé, on lui a dit attends, on est allé boucher les oreilles des corbeilles et après la personne a donc pu annoncer pas le deuil mais la mort d'un proche. Et un des grands rituels, donc après le deuil, c'est aussi le lavage des boutis, donc de tous ces objets qu'utilisent les gangas, on vient les laver après la fin de la période de deuil. Et ce rituel consiste justement à purifier tous les objets contenus dans le local que vous avez vu avant, qu'on appelle le mandaka, afin de les laver de leurs impuretés provenant de la mort du proche et donc, encore une fois, de pouvoir conserver les génies. Il me semble important de souligner aussi, avant de conclure, qu'il existe au Gabon de nombreux sites sacrés en rapport avec des roches. En effet, non loin d'un de mes terrains secondaires, après le village de Lobimbigu, on trouve, dans une montagne qu'on peut trouver assez facilement, montagne Tchad, c'est assez connu, une roche imposante que la route nationale a dû contourner malgré les nombreux efforts qu'ont mis les Français pour en venir à bout. Cette roche connue pour abriter un génie aurait, selon mes informateurs, toujours repoussé au cours de la nuit suivant sa destruction partielle. Force est de constater qu'ils ne pourraient la détruire, les Français l'auraient alors contournée. L'eau qui coule de cette roche, de cette source, est cherchée par les villageois à proximité, surtout en saison sèche où les rivières se tarissent. Cette source continue à couler, donc les villageois ils vont en voiture ou en taxi ou à pied et ramènent l'eau de là-bas pendant la saison sèche. Et c'est justement cette eau qui coule miraculeusement de la roche qui interroge encore aujourd'hui nombre de Gabonais qui ne manquent jamais de s'arrêter pour s'y désaltérer. Ce genre de lieu est légion au Gabon et très respecté par les populations. La montagne Tchad est connue pour son génie bénéfique et donc recherché, mais d'autres seront absolument évitées. Une forme spécifique, une particularité, qu'elle soit visuelle, acoustique, comme on a pu me le rapporter sur certains lacs, et tous les bateaux couperont leur moteur pour passer dans cette zone en silence. En effet, vous avez une certaine zone de certains lacs où il n'y a vraiment aucun bruit, et donc on considère que dans cet espace, il y a un génie qui dort et qui veut le silence. Donc pour passer en bateau, on coupe les moteurs, on passe en se taisant, et on rallume le moteur quand on est sorti de la zone. Donc afin de ne pas déranger les génies qui dorment là. La lecture du paysage et notamment des roches fait partie du quotidien au Gabon.
Je pourrais aussi parler de la forêt des abeilles qui porte si bien son nom et dont la vie entomologique est liée à la présence de génies puissants. J'ai aussi été informé de l'existence de sites sacrés composés de formations rocheuses, de pierres levées, naturellement ou non, je ne le sais pas, très anciens. Cependant, je n'ai pas pu visiter les sites à la suite de nombreux obstacles que malgré mes efforts, je n'ai pas pu faire tomber. Pas encore. Pas encore, oui. Pour conclure, au Gabon, tout peut être chargé de sens, de vie. Il suffit d'être remarquable. Cela vaut tant pour les humains que les objets, la nature, la météorologie ou encore les événements. De ce fait, ce que je souhaite souligner avec ces exemples, c'est que si l'on pourrait se laisser aller à penser que seul l'animé joue un rôle, ce n'est pas le cas. L'inanimé aussi vient se faire témoin d'une force, comme la foudre, se fait témoin d'une force comme la foudre et a une place centrale dans les croyances et rituels par exemple. Ainsi, si les ethnologues s'intéressent majoritairement à ce qui vit, au mouvement, ils doivent selon moi aussi, un peu à la façon des archéologues, se pencher sur ce qui ne bouge pas ou plus, mais continue pourtant à faire sens. Je souhaiterais terminer en approfondissant de façon plus théorique sur les raisons qui, selon moi, poussent mes informateurs à donner du sens à tout cela. Pour moi, la mort et notamment sa proximité, sa soudaineté, sa fulgurance, on pourrait dire, est l'un des facteurs les plus importants en jeu dans la codification de ces rituels et la nécessité de donner du sens à ce qui se passe. Ce réel, au sens philosophique du terme, qui fait effraction quotidiennement pour mes informateurs, ce monde qu'est la forêt si mystérieuse qui grouille de vie au-delà de ce mur vert qui se dresse devant eux, que j'ai essayé de vous représenter ici, mais c'est bien plus impressionnant que ça en vrai, les oblige à venir symboliser ce réel pour le rendre imaginable, verbalisable et donc palpable, mais aussi malléable et ainsi en prendre une emprise, d'avoir un contrôle sur lui. Cette digression, qui n'en est pas une, n'est là que pour souligner et expliquer ce qui se joue vraiment derrière ce que j'ai présenté. En effet, la foudre est incontrôlable, une puissance qui déchire les cieux, fend des arbres gigantesques en deux, les faisant brûler des jours durant. Mais quand le feu est terminé et la zone dégagée, on peut alors s'y rendre et récolter des écailles de tonnerre et plier la foudre à sa volonté dans des protections, oui, mais aussi par exemple lors des tempêtes, dans des montages qui permettront d'arrêter la tempête, d'arrêter la foudre. Les baisoirs de crocodile permettent d'utiliser ce super prédateur comme protection en se faisant symboliquement avaler par lui. Il existe aussi un baisoir d'éléphant que celui-ci recracherait après sa mort et qui disparaît si on n'est pas là au moment fatidique. Un morceau de nid de patamochère, les sangliers sauvages, Patomocoerus porcus, sont aussi réputés pour être l'un des boutiers les plus puissants que l'on puisse obtenir, mais trouver un tel nid est une quête dangereuse au vu de ce que risque un chasseur qui suit un animal pour le chasser. C'est interdit de suivre un animal à la chasse au Gabon, parce qu'en fait, il considérait que les animaux qui fuient un chasseur retournent au village des animaux, où les animaux enlèvent leur peau pour se comporter comme des humains. Donc vous avez des histoires de chasseurs qui auraient suivi des animaux, vu ça, et auraient eu comme punition d'être devenus aveugles, perdre l'usage de leurs membres, ou des choses comme ça. Ou mourir, le plus souvent. Souvent, les chasseurs qui ne reviennent pas, on considère qu'ils ont suivi une proie. Les cornes de nombreux animaux sont réputées pour leur puissance, celle du buffle par exemple, ou encore d'une toute petite antilope noire connue pour assommer un homme en une seule charge. Sa corne est très recherchée. Les lieux que j'ai cités plus haut sont aussi un exemple de tentative de contrôle. Les repérer, les connaître, c'est pouvoir interagir avec eux pour obtenir de bonnes grâces ou alors les éviter à tout prix. Rares sont les lieux qui ne sont pas chargés d'histoire et qui ne demandent pas de se plier à une offrande ou à l'interdiction de certains comportements. On ne se baigne pas à l'envie n'importe où, on ne prélève pas de l'eau n'importe où et n'importe comment. Si l'on peut boire à la fontaine du Tchad sans risque, d'autres seront-elles bien au contraire totalement prohibées ou au moins liées à des contraintes précises. Mais tout cela ramène au final à des questions de survie et de compromis avec un environnement qui ne pardonne que rarement. Voilà.